George Steiner ne pouvait être présent physiquement à ce colloque, mais il a tenu à y participer sous la forme d'un entretien avec Laura Adler, enregistré à Cambridge. Auteur de très nombreux ouvrages sur la culture européenne, cet humaniste a aussi consacré un livre à Martin Heidegger. La question qui traverse son dialogue avec Laura Adler est de savoir si Heidegger fut un humaniste. George Steiner, ce colloque a pour but d'essayer de comprendre comment la pensée de Heidegger peut irriguer notre imaginaire et aussi notre perception du monde. Comment, selon vous? Est-ce que je peux commencer, Laure, par un chiffre? C'est toujours dangereux, mais c'est suggestif. D'après le dernier bilan de la bibliothèque du Congress de Washington, la plus grande du monde, le nombre de monographies sur Heidegger vient de dépasser celle sur Aristote, c'est-à-dire à peu près 5000 livres, monographies dans toutes les langues imaginables. Vous avez des écoles heideggeriennes en Chine, au Japon, en Afrique. Il y a là un impact mondial qui est par certains aspects très mystérieux, très difficile à expliquer, mais une sorte d'intuition qu'il y a eu là. Un acte de pensée associé à une catastrophe personnelle et politique qui repose tous les problèmes de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que de penser, de réfléchir d'une façon constante, systématique, 87 ans, vous le savez, c'est un homme qui respirait la pensée. C'est une expression absurde, mais c'est la seule dont je puisse en ce moment me servir. Et c'est une pensée qui peut être mal comprise. Et c'est précisément ce qui est mal compris, qui est d'une fertilité énorme dans l'histoire, touche aussi à l'esthétique, à l'art, à la poétique, à la politique tragiquement bien sûr, à la pensée sociale, avant tout à la conception de l'homme du langage. Déjà, la Grèce ancienne connaît l'expression « l'homme est un animal langage », trait d'union, zoon phonanta. C'est Heidegger qui donnera à cette parole tout à fait traditionnelle un poids nouveau, énorme et quasi universel. Et peut-être c'est parce que nous sommes tous à notre petite mesure, des animaux langagiers, qu'on se sent pris dans ce filet du magicien. Alors dans cette langue qu'il a essayé de forer de toutes les manières possibles, comme on essaye d'aller jusqu'au bout de la terre pour trouver le puits originel, il y a aussi le désir de se ressourcer à la philosophie grecque, comme si, chez Martin Heidegger, l'être idéal, c'était celui qui vivait en harmonie avec les choses, avec la possibilité de les nommer. Est-ce que ça vous paraît aussi une des pistes intéressantes chez lui? Dire ceci en français, c'est déjà un pur scandale. Mais Heidegger est convaincu qu'il n'y a que 2 langues en Occident dans lesquelles on peut penser vraiment, le grec et l'allemand. Il y a là un côté chauvin, un côté d'une arrogance, un côté, bon, si on veut être méchant, un côté proto-nazi évident. Et après, à nouveau, à 3 heures le matin, on se réveille, on se dit, attention, pourquoi Leibniz, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Nietzsche, Schopenhauer, Wittgenstein, Heidegger, pourquoi cette primauté comme en musique? Il y a des relations là. Pourquoi cette évidente primauté sur la pensée en Occident de cette langue allemande? Il y a des explications parfaitement raisonnables. Aussi, on peut dire, mais attention, bien sûr, il y a Descartes, certes, Auguste Comte, bien sûr, on peut dire que depuis 1945, la philosophie française, les sciences de l'homme dominent en Occident devant l'appauvrissement radical et catastrophal de la vie universitaire et intellectuelle allemande. Et néanmoins, le bilan est du côté de Heidegger. Et je crois que dans le cas grec, c'est certain, pour une raison tout à fait simple. Les métaphores fondamentales
les tautologies les plus riches et les plus troublantes sont d'abord énoncées en grec dans une langue qui se prête merveilleusement à la poétique de la pensée. Il n'y a pas eu un autre Platon. La richesse de suggestion chez Platon est, tout le monde est d'accord, inépuisable. Il n'y a pas eu un législateur de la conscience intellectuelle comme Aristote. Et l'allemand de Heidegger précisément veut nous rendre tout à fait ébahis. Le mot grec, c'est taumazein. Ébahi et enfantin aussi. Et enfantin. Taumazein, être étonné comme un enfant, car comme Aristote, il est convaincu que l'art de l'étonnement, c'est le premier pas vers une pensée philosophique. Il y a dans les langues dont le modèle est le latin, beaucoup moins d'étonnement. Il y a un constat. Descartes est totalement celui qui constate. Cet étonnement qu'il retrouve Heidegger chez René Char, par exemple, est une chose rare dans la famille des langues où la logique joue un rôle prépondant. Et elle ne le joue pas en allemand. L'école anglo-saxonne de logique formelle, même longtemps avec Russell, est beaucoup plus puissante que celle de l'Allemagne. Ça ne l'intéresse pas. Il voudrait qu'on ne comprenne pas. Il le dit. Dans certaines œuvres posthumes, ne me comprenez pas encore. Ou cet autre mot de passe, qui personnellement me hante, on n'a pas encore commencé à penser. Eh bien, c'est entièrement possible, parce que je réponds maintenant à l'autre argument, car l'échelle biosomatique, si peu a changé, c'est exact. Mais en ce cas-là, tout serait encore devant nous. Peut-être on se leurre. Peut-être nous croyons aptes à la pensée quand nous en sommes encore au stade enfantin, au stade pré-copernicain, et que un homme comme Heidegger, parce que nous comprenons son comprendre, nous force à nous rendre conscience d'un passage. Nous sommes en transit. Oui, toujours chez lui ce travail sur l'origine et sur cette faculté d'étonnement qui continue à nous faire humains. Et en même temps, c'est celui qui repose, peut-être après Platon et Aristote, les questions au risque de la folie. Alors je vous la pose. Pourquoi n'y a-t-il pas rien? Cette question qui est déjà embryonnaire chez Platon, qui trouve une formule précise chez Aristote, pourquoi l'être n'est-il pas? Son étonnement moderne est déclenché par Leibniz, étonnement énorme. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas rien? Le rationalisme répond, mais on peut poser des questions comme ça à longueur de journée, sans espoir d'une réponse systématique, d'une réponse qui puisse à son tour engendrer un argument valable. Heidegger a eu le génie des questions et des très grands silences. Quelqu'un qui a passé sa vie, pour moi c'est maintenant à la retraite, mais 52 ans d'enseignement vous dira que dans un séminaire, le silence est la chose la plus difficile du monde. Après 30 secondes, on se met à parler par une sorte de curieuse pression d'embarras. Heidegger dévisageait ses élèves et disait, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Et si tout le monde se taisait, il avait des silences jusqu'à 20 minutes. Nous avons des témoignages directs. C'était comme dans sa hutte, dans la montagne, comme dans ce petit village, tout petit Meskirch, où il est enterré, où il a juré comme enfant, ici je reste, 87 ans, il l'a fait. Il y a des silences énormes. On peut aussi dire des silences sur l'inhumain, des silences qu'il ne faudrait pas y avoir eu. Il y a l'un comme l'autre. Mais Heidegger n'est jamais en hâte. Il y a des penseurs français super modernes, et je les nommerai pas, c'est évident, qui sont tout le temps en course, avec une hâte folle, d'idée en idée, d'hypothèse en hypothèse, d'idéologie en idéologie. Il n'y a jamais le temps pour se taire et pour respirer. Heidegger était un maître
énorme et oriental de la patience, et nous avons ces traducteurs, ces élèves, ces disciples japonais particulièrement, à nous dire c'est le premier en Occident qui sait comme nous se taire, comme dans le zen où le silence joue un rôle très très important, et qui a la patience devant ce qui peut-être est en éclosion. C'est un maître autant des origines que du déploiement, du mystère du déploiement, d'une chose qui très lentement, et d'après des lois à elle propres, va se déployer. La fameuse fleur japonaise de Proust, qui se déploie dans le vase d'eau, est une figure très heideggerienne. Vous avez dit tout à l'heure, Georges Steiner, que Martin Heidegger nous disait « nous n'avons peut-être pas commencé à penser ». Il nous dit aussi, à l'aube de ce XXe siècle qui sera si tourmenté, dans lequel lui-même sera engagé du côté le plus vénéneux, le plus noir, mais nous y reviendrons, il dit aussi « nous avons, depuis l'aube de la civilisation, pratiqué l'oubli de l'être ». Est-ce que vous pensez que cette pensée est très importante aujourd'hui? Immensément. Mais pour l'interpréter, pour trouver une paraphrase, c'est très, très difficile. Je pense toujours à l'exemple de Robert Schumann. Schumann venait de jouer une étude très compliquée. Ses élèves, gentiment, lui disent « Maître, vous pouvez expliquer ?» « Mais bien sûr !» Et il la rejoue. Et ça m'aide beaucoup à essayer de comprendre Heidegger. Quand on lui dit « Qu'est-ce que ça veut dire penser à l'être sans penser à un objet, ça ne peut pas se faire ?» Là, le japonais répond « Mais bien sûr, ça peut se faire. » Tout l'entraînement zen, par exemple, mais le taoïsme aussi, chinois, bouddhique, porte sur l'évacuation en soi-même de la particularité pour essayer de se trouver devant l'illumination sans objet de cette sensation de l'être. Il faut à ça une discipline de méditation formidablement difficile. J'accepte que psychologiquement, c'est encore peut-être se leurrer, c'est possible, mais toute la lecture de Heidegger est précisément un exercice, le mot yoga est tout faux, mais je cherche un mot, d'un exercice par certains côtés pascaliens, c'est une mystique de l'attention pure. Et que dit-il? L'attention, il aime citer Malebranche, et la concentration sont la piété naturelle de l'âme. C'est une phrase qui vient de Malebranche, qu'il cite toujours. Ça a été très important pour lui. Cette concentration totale que connaissent les mathématiciens purs, 6-7 heures sur une formule d'algèbre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le monde, sauf le sens de cette Gegenwart, cette présence. Et de nouveau, quand il parle de l'allemand et du grec, nous n'avons pas en français ni en anglais pour présence le mot Gegenwart qui contient le mot Gegen, opposition, ce qui s'oppose à soi en se présentant, ce qui est à la fois présence et refus de présence, son mot aletheia, la vérité qui se retire pour se montrer. Parfois, lorsque vous êtes devant du soi et la technique du moiré, le soi passe devant vous et derrière, il y a des lumières mystérieuses. On croit savoir quelle est la figure dans la soie, l'image, le pattern, et on ne voit pas. Et un moment après, on voit. Il y a cet effet que Heidegger vise dans son style pour qu'on ait l'impression d'une présence, d'une Gegenwart qui ne se rattache pas à l'objet d'une connaissance spécialisée et qui est pour lui technologique. Alors à chacun sa manière de comprendre son Heidegger, et puis je pense que selon l'âge, la climatologie de l'être, la manière dont on perçoit le monde, et puis c'est pas très grave si on comprend pas tout, parce qu'il y a des choses qui peuvent aussi vous illuminer chez Martin Heidegger. Vous avez parlé de l'être, vous avez parlé de l'étang, vous avez parlé de la conscience de l'existence. Il y a aussi l'être pour la mort, et on a l'impression que c'est peut-être là que réside le côté le plus harmonieux de Martin Heidegger, même si c'est le plus noir pour nous tous quand on le lit. C'est-à-dire que le moment de réconciliation ultime, c'est que nous sommes encore vivants, mais nous ne sommes vraiment vivants que si nous savons
que cet être pour la mort nous est destiné à chaque instant de notre existence. Puisqu'il rejette toute religion et toute métaphysique, Heidegger nous offre une sorte de stoïcisme rayonnant. Et avec ce stoïcisme rayonnant, une pensée capitale. Presque pour chaque activité humaine, il pourrait y avoir une substitution. Quelqu'un d'autre pourrait le faire, pour ainsi dire, pour vous. Même aujourd'hui, de plus en plus, avec le cloning, avec l'implantation du cortex, où est le moi? Descartes est déjà très, très loin. Lui dit, il y a une chose que personne d'autre ne puisse faire pour vous, c'est mourir. La mort est donc la concentration la plus absolue, la plus pure de ce qui est vous, toi, moi. Là, tu es seul. Tu es absolument seul. Personne ne peut assumer ton rôle. Le mot assumer, sartrien qu'il déteste. Personne ne peut assumer. Tu es parfaitement seul. Et c'est une chose qui est le couronnement, l'accomplissement d'une vie, non pas la négation. C'est dans ce moment-là qu'on n'est plus quelconque, on n'est plus man, on n'est plus l'anonyme, on est infiniment soi-même, on est la concentration même de tout ce qui constitue la personne et l'être. Et c'est vers ce moment que toute vie s'achemine. C'est pas tellement loin de Montaigne, quand Montaigne commente, le nouveau-né est prêt à mourir. C'est Montaigne qui le dit. Et ce n'est pas si loin de certains grands penseurs grecs et romains sur une mort sans transcendance. Il n'y a pas pour Heidegger de transcendance. Il estime que croire à une vie après la mort ou à une sorte de gloire, pas sûr, c'est vraiment de mauvais goût philosophique. C'est se raconter des balivernes, c'est de l'enfantillage. Il n'y a rien, il n'y aura rien, mais ce rien, ce nichts, est au centre même de l'univers. Pour des raisons que nous ne comprenons pas, nous avons été projetés, geworfen, dans la vie, certains de nous riches, d'autres pauvres, certains estropiés, d'autres beaux comme Apollon, des aveugles et des sourds-muets. Personne ne sait pourquoi il a été jeté dans la vie. Une fois jeté dans la vie, c'est sa tâche infiniment difficile d'essayer de vivre sa vie. 99% de nous vivent les vies des autres à longueur de journée. Alors vivre sa vie, c'est très très difficile. Il faut à nouveau une discipline énorme. Mais la mort, c'est le contrat avec soi-même. Cela le rapproche aussi des poètes comme Rilke. La mort propre, la mort pour soi, et peut-être de Hölderlin et de la manière dont il a complètement incorporé biologiquement Hölderlin après ce sinistre épisode du rectorat de Freiburg en 1933. Alors, pour lui, Hölderlin, c'est le plus grand, c'est en 1936 que, totalement bafoué par le nazisme, conscient de son rôle piteux dans tout ça, il se tourne vers les poètes en disant, en fin de compte, ce sont eux, plus que les philosophes, qui détiennent ce que nous pouvons apprendre de vérité humaine. Et l'aventure reviendra avec Paul Celan. Heidegger se faisait une règle de ne jamais assister à une conférence d'autrui. Non seulement par arrogance, mais il avait mieux à faire. Il travaillait 25 heures par jour. Bon, mais pour Celan, il se dérange. Et nous avons des photos extraordinaires de Heidegger dans sa petite calotte qui fait horreur comme un képi juif au premier rang à écouter Celan. Et avec lui, après, la lecture des poèmes de Celan. À son tour, Celan va inventer un néologisme, Heideggerisch gehe ich. Je vais dans les pas de Heidegger. Celan, le poète d'Auschwitz. C'est là un énorme sujet, c'est un autre chapitre. Un jour, peut-être, vous et moi, on pourra en parler, puisque ce n'est que maintenant que les documents commencent à affleurer. Bon, les poètes suprêmes, j'ai déjà évoqué René Char, Pindare, Sophocle. Nous n'avons pas du tout encore les œuvres complètes, elles seront, dit-on, de 83 volumes. Nous en avons une soixantaine, c'est déjà impossible à maîtriser. Il y en a un qui va être une étude
tout un livre sur le cœur de l'Antigone de Sophocle, Polatadena, un commentaire qui a été un séminaire de toute une année sur juste ce passage, et où toute la problématique, c'est la traduction. On traduit d'habitude, l'homme est la chose la plus étrange, la plus bizarre, la plus extra-humaine qui soit, la chose la plus terrible, Polatadena, toute l'altérité dans l'homme, et le commentaire de Heidegger qui a dit, n'y aurait-il que ce texte dans l'histoire de l'Occident, l'essentiel de notre problématique serait sauvegardé, ce qui était une grande chose à dire. Il a dit sur ce passage. Et toujours, Heidegger voit dans les très grands poètes, mais aussi dans Paul Celan, donc dans un moderne, ultra-moderne, cette écoute des sources de l'être qu'il essayait de trouver chez Pindare, chez Sophocle, chez les maîtres de l'Antiquité. Hannah Arendt, comment évoquer ça sans des chapitres et des chapitres angoissants. Hannah Arendt lui écrit pour son 70e anniversaire, et je cite exactement, « Nul au monde, ô Martine, il y a le haut, ne lit comme toi, list vidou. » Et ambigu. L'ennemi dit oui, puisqu'il déforme tout, les traductions sont brutalement fausses, c'est du heideggerisch néologisme allemand, et les autres disent « Nul ne lit comme toi » parce qu'il semble, pour eux, pénétrer plus avant dans la genèse du texte que tout autre lecteur. Heidegger lit Hölderlin, Heimat. Heimat. Und niemand weiß. Indessen lass mich wandeln und wilde Beeren pflücken, zu löschen die Liebe zu dir an deinen Pfaden, o Erd. Hier, wo Rosendornen und süße Linden duften, neben den Buchen des Mittags, wenn im falben Kornfeld das Wachstum rauscht am geraden Halm und den Nacken die Ähre seitwärts beugt, dem Herbste gleich. Jetzt aber, unter hohem Gewölbe der Eichen, da